Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui est pour moi un bijou d'ingénierie du siècle passé. Grâce à leur mécanique très bien pensée, les machines à écrire ont su révolutionner les manières de travailler. C'est pourquoi nous allons ensemble essayer de comprendre un peu plus comment elle fonctionne. Pour ce faire, la machine que j'ai sous les yeux devrait être parfaite. C'est une Erica Naumann modèle 5 qui date de 1939. Ce que j'aime beaucoup sur ce genre de machine, contrairement aux plus récentes, c'est le fait qu'elle soit constituée en majorité d'acier. D'un côté, certes, ça l'alourdit beaucoup par rapport à du plastique, mais de l'autre, je trouve que ça lui donne tellement plus de classe. Et en plus de ça, celle-ci est lourde, mais pas autant que certaines, puisque celle-ci possède la particularité d'être transportable. Donc par rapport à cette contrainte de transportabilité, les concepteurs ont dû faire en sorte qu'elle soit relativement lourde, disons. Ce qui fait que son poids reste raisonnable. Avant de rentrer dans la partie plus technique, je vous propose de faire une brève présentation du fonctionnement global de la machine, ce qui permettra à ceux qui n'en ont jamais appréhendé de mieux comprendre la suite de la vidéo. Donc une machine à écrire est, je dirais, composée de trois parties. Le clavier, qui est ici un AZERTY, le chariot, qui permet de faire reposer la feuille et de la décaler au fur et à mesure que l'on écrit, et le panier, qui est composé d'un ensemble de barres en acier qu'on appelle des barres à caractères. À l'extrémité de chacune de ces barres sont forgés deux caractères, qui peuvent être des lettres, minuscules, majuscules, des chiffres ou des caractères spéciaux. Concernant le fonctionnement global maintenant, lorsqu'une touche est pressée, la barre à caractère associée va se déplacer de sorte que le caractère qu'elle porte vienne frapper le papier par l'intermédiaire du ruban encreur. Ce ruban encreur est en fait un simple ruban textile enduit sur certaines machines d'une seule couleur et sur d'autres comme celle-ci de deux couleurs différentes, en l'occurrence du noir et du rouge. Dans ce cas, la couleur d'écriture est choisie via cette commande. À gauche, l'écriture se fait en noir, à droite en rouge et au centre, c'est pour les frappes à vide. Du coup, pour revenir à la frappe, de manière analogue à un tampon, le ruban encreur va permettre au caractère de s'imprimer sur la feuille. À chaque appui sur une touche, trois mécanismes entrent en jeu. D'abord, il y a le décalage du ruban encreur, de sorte à présenter une portion de ruban neuve. Puis, il y a la frappe par le caractère. Et enfin, il y a le décalage du chariot. La seule différence intervient pour certaines touches, comme la touche espace, qui elle ne génère qu'un décalage du chariot. Et pour les accents circonflexes et les trémas, qui eux décalent le ruban encreur et propulsent la barre à caractère associée, mais ne génèrent pas de décalage du chariot. Une fois que le chariot arrive en bout de ligne, il suffit d'utiliser ce levier qui permet alors le retour à la ligne. On va à présent rentrer un peu plus dans le vif du sujet en abordant la machine d'un point de vue un peu plus technique. Donc comme j'ai pu le dire, le fonctionnement de la machine est à peu près analogue à celui d'un tampon. Mais alors une question primordiale qui se pose est la puissance de la frappe. En effet, si vous avez déjà expérimenté l'utilisation d'un tampon, vous avez dû remarquer que si celui-ci n'était pas bien ancré, ou bien si vous n'appuyez pas assez fort, alors l'impression pouvait être ratée. En ce sens, les concepteurs ont dû designer un mécanisme qui permet de transformer un mouvement d'une faible amplitude en entrée en un mouvement rapide en sortie, ce qui permet, en propulsant le caractère assez vite, d'avoir une impression réussie. À l'entrée du mécanisme se trouve la touche, qui est reliée à une structure composée de liaisons pivots. Lorsque le dactylographe presse la touche, la structure se déforme et tire sur une bielle qui elle-même génère la rotation d'une sorte de catapulte, qui est, vous l'aurez compris, la barre à caractère. Celle-ci va alors entamer sa trajectoire pour venir frapper le papier. Lorsque le dactylographe retire la pression de la touche, le mécanisme fait machine arrière grâce à un ressort qui relie la bielle à la barre à caractère, mais qui n'est ici pas représenté. Grâce à ce mécanisme, il y a un différentiel important entre les mouvements de la touche et celui du caractère, puisque lorsque l'on presse la touche, celle-ci descend de seulement 1,7 cm, et au même moment, le caractère décrit une trajectoire circulaire qui mesure 12 cm. Puisque ces deux distances sont parcourues dans le même intervalle de temps, la différence se fait nécessairement au niveau de la vitesse, et le rapport entre les vitesses est donc égal au rapport des distances. Ainsi, peu importe la manière avec laquelle le dactylographe tape sur la touche, le caractère ira toujours 7 fois plus vite que lui. De cette manière, il n'est pas utile pour lui de taper de toutes ses forces pour réussir à correctement imprimer des caractères. Maintenant qu'on a abordé la question de la qualité de l'écriture, une question intéressante concerne la pérennité des barres à caractère. Parce que si on se réfère à la troisième loi de Newton, lorsque le caractère exerce une force sur la feuille, il subit en réponse une force égale et opposée. Ce qui risquerait alors de se produire, c'est qu'à force de frapper, les barres fléchissent petit à petit sous l'effort de réaction. Ce ne serait pas bon pour la pérennité de la machine, car ça signifierait qu'au fur et à mesure de l'utilisation, les caractères toucheraient de moins en moins le papier, et qu'il faudrait donc appuyer de plus en plus fort sur les touches pour réussir à les imprimer. Le premier élément qui permet de contrer cela est cette petite butée qui se trouve sur toutes les barres. C'est en fait elle qui va arrêter la course de la barre en venant frapper contre la partie haute de cette partie de la machine
qui s'appelle le segment. En arrêtant la barre à un niveau aussi bas, cela permet de réduire la flexion de la barre à caractère en réduisant le bras de levier et de la réaction à l'effort de frappe. Je m'explique et c'est très simple. Le principe du bras de levier, c'est qu'une force qui vise à faire tourner un objet est d'autant plus efficace qu'elle s'exerce loin de lui. Dans notre cas, la rotation revient à la flexion de la barre. Il est beaucoup plus facile pour moi de faire fléchir cette barre quand je suis loin de l'axe de rotation que quand je suis proche. Et bien c'est la même chose pour la barre à caractère. Plus la force est exercée loin, et plus il sera facile de faire fléchir la barre à caractère. Le principe du bras de levier, vous le retrouvez dans plein d'exemples de la vie courante. Vous avez qu'à observer une porte et vous verrez que la poignée est fixée à l'extrémité, loin des charnières. Et ce n'est pas anodin, c'est parce que c'est de cette manière-là que la porte est plus facile à ouvrir. Même pour le principe du bras de levier, vous pouvez le retrouver aussi dans la pince Monseigneur, cette pince avec des très grands bras qui est utilisée par les brigands qui cassent des chaînes de vélo. Mais c'est un autre exemple et je m'égare, donc poursuivons. Pour revenir à la butée, son efficacité réside donc dans sa position, puisque vu qu'elle est assez basse, il est bien plus dur pour la barre de fléchir que si c'était le caractère qui stoppait la course de la barre. Dans ce deuxième cas, le bras de levier serait bien plus important et donc la force de réaction serait très efficace pour faire fléchir la barre. En revanche, même si le bras de levier de l'effort de réaction est plus faible grâce à la butée, nous pourrions quand même nous dire que la barre se déforme un peu à ce niveau-là. Ce qui permet alors d'éviter la déformation est la forme de la barre à caractère. On peut effectivement voir qu'elle est bien plus profonde que large. Pour parler de manière un peu plus scientifique, elle possède un mouvement quadratique plus important suivant son axe de rotation, ce qui signifie simplement qu'il sera plus difficile de la faire fléchir dans la direction de la frappe. Cette cuillère, elle peut permettre de déguster un délicieux yaourt, mais elle peut nous permettre aussi de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Dans ce sens-là, il est facile pour moi de plier la barre à caractère, plier la cuillère. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que la cuillère est plus épaisse. C'est pareil pour la barre à caractère. La barre à caractère est plus profonde que large, ce qui lui permet d'avoir une résistance plus importante à la flexion. Pour résumer, c'est la combinaison de deux facteurs qui permettent la pérennité de la barre à caractère. D'une part, elle est soumise à un effort moindre grâce à la butée, et d'autre part, elle a une résistance plus importante grâce à sa forme, comme nous avons pu le voir. Ces deux éléments combinés permettent d'assurer la pérennité de la barre à caractère et d'éviter qu'elle fléchisse avec le temps. En observant à présent l'usure du segment, nous pouvons constater deux choses très intéressantes. La première est que l'usure n'est pas homogène, dans le sens où on peut voir que certaines barres ont généré des traces plus larges et plus hautes que d'autres. Lorsqu'on se focalise sur les usures les plus importantes, on retrouve les lettres qui statistiquement sont le plus utilisées dans la langue française, telles que le E, le A, le R, etc. Mais la chose encore plus intéressante d'après moi est que nous puissions observer la pertinence de la disposition des lettres. En fait, à l'origine, l'agencement des lettres avait été choisi de sorte à éviter l'entrechoquement de deux barres à caractère, ce qui est particulièrement susceptible de se produire lorsque deux barres à caractère proches l'une de l'autre sont actionnées quasi simultanément. Le but de l'agencement était donc de faire en sorte d'écarter au maximum les lettres les plus utilisées, tout en essayant de ne pas amputer la vitesse d'écriture en disposant les lettres couramment utilisées à des endroits plutôt faciles d'accès. En observant en détail le segment, on peut alors voir que les grands traits d'usure sont dans la majorité des cas séparés les uns des autres par plusieurs traits plus petits. Cela est donc une belle preuve, je trouve, pratique, que l'agencement choisi a bien permis d'éloigner les lettres les plus rencontrées. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il reste encore beaucoup de choses à dire sur cette machine. Surtout que là derrière, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc on se retrouve pour une deuxième partie très bientôt.